Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 5e épisode du COMEX de la saison, le premier depuis la fin du premier tour de la Coupe du Monde de rugby commencé à l'ère néolithique et le premier aussi depuis que l'équipe de France est éliminée. La soupe à la biscotte pour nos Bleus, éliminés par des Sud-Africains qui affronteront en demi-finale les All Blacks. Des Blacks qui ont d'ailleurs cédé une partie de leurs droits commerciaux l'an passé à un fonds d'investissement américain en échange d'une somme avoisinant les 150 millions d'euros. Une démarche que l'on retrouve bien évidemment dans un sport où les règles sont compréhensibles, le football. En effet, je le sais, nous le savons, vous le savez, la Ligue de football professionnel a elle aussi vendu 13% des parts de la société commerciale en charge de vendre les droits de diffusion de notre chère Farmers League. Le rachat de clubs par de nouveaux investisseurs, fonds d'investissement et ou fonds souverains ne date pas d'hier. Le PSG et Monaco en 2011, Auxerre en 2016, Nice en 2019 ou encore Troyes en 2021. Mais la crise Covid combinée au scandale Mediapro a favorisé l'arrivée de nouveaux acteurs venus notamment du continent nord-américain. En effet, en l'espace de 4 ans, le milliardaire Frank McCourt a racheté l'OM, les consortiums Eagle et Clear Lake, dirigés respectivement par John Textor et Todd Boehly, ont investi dans l'OL et Strasbourg, tandis que les fonds d'investissement King Street et Redbird ont pris le contrôle de Bordeaux et Toulouse avec des réussites différentes bien évidemment. Sans oublier le fonds Elliott, qui n'est pas officiellement propriétaire du LOSC, mais qui semble jouer un rôle essentiel dans la direction sportive et économique du club. Enfin, un petit peu plus tôt, en 2015, Le Havre avait aussi été racheté par Vincent. À des échelons inférieurs, le fonds Oaktree partage l'actionnariat du Stade Malherbe de Caen en Ligue 2, tandis qu'en national, le groupe sino-américain Partner Space Capital continue de couler le club autant que le fonds 777 poursuit ses investissements fructueux au Red Star. Un phénomène déjà bien présent depuis plusieurs années outre-Manche, puisque de nombreux investisseurs ont rapidement compris que détenir un club de première ligue serait une affaire lucrative. Les Glazers à Manchester United, les Kroenke à Arsenal, John Henry à Liverpool et plus récemment Todd Boehly à Chelsea, donc font notamment partie des exemples. Une tendance qui s'est ensuite exportée en Italie avec le rachat de la Roma par James Pallotta en 2011, du Milan par le fonds Elliott ou de la Fiorentina par l'homme d'affaires Rocco Commisso. Récemment, Parme et la Spezia sont aussi passés sous pavillon américain. Des investissements qui interrogent partout en Europe et particulièrement en France. Les résultats des néopropriétaires de Bordeaux et Nancy ont rapidement remis en question le modèle du tout pour le profit prôné par les fonds en question, tandis que les stratégies sportives de Marseille, Toulouse et Lyon semblent plus dépendre des réussites de directeurs sportifs reconnus que d'une véritable compréhension des enjeux sportifs, identitaires et économiques des clubs. En effet, dans toutes ces situations, l'ultra-dépendance à un propriétaire unique interroge. Aux États-Unis, la loi interdit une société de capital investment de détenir plus de 20% des parts d'un club ou d'une franchise, à la manière de la règle du 50+1 en Allemagne qui empêche un propriétaire de détenir plus de la moitié des parts. Mais alors, compte tenu des résultats en dents de scie de ces investisseurs, pourquoi les clubs de Ligue 1 sont-ils aussi enclins à laisser leur actionnariat à des propriétaires américains? La réponse est simple et retrouvable à la page 1 de l'autobiographie de David Glusman. Le football français a besoin de liquidité. Ça fait 2 ans qu'il nous le répète. Une américanisation qui pose plusieurs questions. Après s'être emparés des clubs, les nouveaux propriétaires vont-ils s'approprier le football européen en imposant des formats de compétition propres à leur culture, avec par exemple des ligues fermées? Cette quête du profit permanent chère à ces investisseurs aura-t-elle des conséquences sur notre façon de consommer le football? Ou encore transformera-t-elle encore plus l'expérience du stade ou devant sa télé? Tant de questions auxquelles nous répondrons évidemment dans ce 5e épisode du COMEX avec donc notre sujet du jour. En Ligue 1, il était une fois l'Amérique. Pour m'accompagner aujourd'hui, une équipe de choc, donc bien reposée après une semaine de vacances. Lui, tous les week-ends, il rit devant Saint-Quentin et pleure devant ses Girondins. Albert riera bien qu'il rira le dernier, n'est-ce pas David Glusman? Tout à fait. D'ailleurs, en parlant de culture américaine et de modèle américain, je tenais à rendre hommage à Suzanne Somers, Carole Lambert de Notre Belle Famille, qui nous a quittés ce matin. Et qui de mieux qu'elle ou que la famille Foster Lambert mis en valeur le modèle américain, celui de l'entrepreneuriat, du travail, de la famille recomposée. Donc voilà, un petit hommage à une vedette de la pop culture qui a bercé mon enfance, au même titre que Tony Danza. Très bien. Eh ben, écoute, je vois que tu commences l'émission sur des chapeaux de roue, David. De son côté, il a passé son dimanche soir à tweeter comme un Belge un soir de juillet 2018. En même temps, on peut le comprendre. Normalement, pour lui, les désillusions, c'est au mois de mars. Donc, il y a quoi être bouleversé. Comment ça va? J'y vais, pas trop de gueule de bois? Écoute, ça va, ça va. J'ai juste envie d'avoir, un regard, compatissant vis-à-vis de l'arbitrage et de la capacité, de regretter Bernard Laporte et Claude Hachiyez, ce qui dit à quel point moi, j'ai un vrai niveau d'énervement. Voilà. Oui, donc tu ne fais pas que tweeter en belge, hein. Tu parles belge maintenant désormais ici, hein? Je parle belge, Un petit je peu de parle somme, un belge, petit peu c'est de ça. Oh somme. bah là, je l'ai réinventé le somme, hein.
Enfin, il a fini sa semaine d'after-foot avec la voix du père Fouras. Il a la carrure d'Olivier Mine. Je vous laisse deviner par vous-même son point commun avec Passepartout. Comment ça va, Thibaut? Ça va mieux, mais bon, c'est extinction de voix au milieu de l'émission, c'était bon, en présence de Daniel et des trois drôles de dames, c'est Oui, passé inaperçu. c'est un peu technique. Il dit ça en ouvrant une bouteille d'eau pour essayer de récupérer le peu de voix qui lui reste. Non, non, ça va mieux là, mais je galérais, ouais, j'ai un peu Ça avait l'air galéré. technique. Et enfin, la semaine dernière, il a commémoré avec ses amis les 10 ans de son baccalauréat, soirée qu'il a passé donc à essayer de se remémorer le 11 type déviant au nom Gaillard cette année-là. Flo, c'était Kevin Berrigo, le mec qui te manquait. Ah putain, merci. Merci. Bérigol, Bérigol. Bérigol, bien sûr. voilà. Dont le père était garagiste d'ailleurs en Haute-Savoie. C'est pas du tout une blague. Ah bon, c'était Vite, même ça pas... va devenir un running gag, ces infos. Oui, c'est dingue le nombre d'infos de merde que t'as en réserve comme ça que tu nous sors chaque semaine. Faudra qu'on fasse une petite compilation. Bon, ça va Flo, tout va bien? Eh, écoute, ouais, tout va bien. Super, parfait. Bon, et ben écoutez messieurs, je vous propose qu'on bascule dans notre sujet du jour. Évidemment, je vais me permettre quand même de vous rappeler à tous ceux qui nous écoutent avant que vous pouvez évidemment soutenir 11e art et son association en faisant des dons. Il y a évidemment une cagnotte Hello Asso qui est disponible sur nos réseaux sociaux, sur notre site internet. Donc n'hésitez pas, c'est hyper important pour nous pour pouvoir continuer à faire vivre ce média. Et puis si vous n'avez pas la possibilité là tout de suite, vous pouvez le faire un peu plus tard évidemment, mais vous avez quand même la possibilité de repartager sur les réseaux sociaux, vous abonner, c'est très important. N'hésitez pas à mettre la petite cloche aussi pour recevoir des notifications une fois qu'on pour les moments où on sort des nouveaux épisodes, ce qui est quand même assez régulièrement. Donc voilà, vous pouvez nous aider de cette façon-là aussi. Les gars, en Ligue 1, il était une fois l'Amérique. Évidemment, comment ne pas lancer David Guzman sur un sujet comme celui-ci? En plus, je vois qu'il est en énorme forme ce soir, donc je te laisse la parole. Olympique de Saint-Quentin, d'ailleurs, qui a perdu en Coupe de France 1-0 contre Camon et R2. Oui, mais ils ont gagné au basket. Camon, j'ai joué contre Camon. Ouais. Donc voilà. Non, alors on aurait dû se coordonner parce que tu m'as un peu piqué mon quiz d'entrée. Je voulais vous demander quel était le premier club de Ligue 1 qui avait été racheté par un... Je pense que tu l'as cité dans ton... Eh ben, je suis... Bah, si, ça doit être Bordeaux, du coup. Non, pas du tout. Ah. C'est Le Havre. C'est Vincent Ah oui, Volpe, c'est vrai, pardon. d'ailleurs, qui est marié à une Diepoise depuis 25 ans. Donc, qui a racheté par... Ah mon Dieu. mais qui a racheté le Havre en 2015. Après le scandale Christophe Mayol, je ne sais pas si vous vous souvenez en fait du scandale Christophe Mayol. Exactement, voilà, Adriano, c'était un peu l'ère des Cache-Cars, des Mayol, en fait, à ne pas confondre avec Jacques, le Grand Bleu. Mais ouais, donc il est arrivé un peu comme sauveur, ce bon Vincent Volpe. Il dissémine de partout des infos comme ça. Absolument. Donc non, en fait, plus sérieusement, rentrons dans le vif du sujet. Les investisseurs américains, qui sont-ils? Un peu à l'image des investisseurs en multipropriété, il n'y a pas, contrairement à ce que l'on voudrait faire croire, une masse monolithique ou uniforme en fait d'investisseurs américains. Il n'y a pas un type d'investisseur américain ou même d'américains dans le football français. Ils peuvent prendre différentes formes. Il y a tout d'abord, donc tu les as cités, dont Toulouse. Toulouse est un type spécifique de fonds d'investissement qui va peut-être t'intéresser, Val. C'est une SPAC, en fait, de Toulouse Redbird. Et une SPAC, c'était le modèle de sortie ou de croissance de Textor. C'est un véhicule boursier qui a un but global, donc ce serait investir dans le sport, mais qui n'a pas d'investissement spécifique. C'est-à-dire que tu vas lever de l'argent sur les marchés financiers en te disant, voilà, moi, Redbird Capital, Jerry Cardinal, je veux lever 300 000 clubs de sport. Et c'est comme ça, justement, que Redbird a été créé et a pu racheter Milan et Toulouse. Il y a des Américains qu'on approche patrimonial, Frank McCourt. Il y en a qui combinent le fonds d'investissement et l'approche patrimoniale, John Textor. Il y a des investisseurs minoritaires, Bill Foley pour l'instant à Lorient, Ares à l'OL. Il y a même un fonds d'investissement qui va certainement rentrer dans le capital du PSG, qui valoriserait le PSG 5 milliards. Il y a des prêteurs, il y a JP Morgan, il y a Elliott, il y a Ares, et il y a des diffuseurs. Essentiellement Apple TV, qui a pris un gadin en MLS, mais c'est pas interdit de penser, même si c'est assez illusoire, qu'ils vont remettre une offre pour les droits télé. Donc en fait, les Américains en Ligue 1, ils sont, dans le football français, ils sont absolument partout. Ils prêtent, ils investissent, ils vont peut-être diffuser. Mais pourquoi ces investisseurs, pourquoi ils viendraient en fait en Ligue 1? Parce que la question c'est ça. Il y a un effet moutonnier. En finance, il y a toujours un effet moutonnier. Dans l'investissement, il y a toujours un effet moutonnier.
Pour vous donner un exemple, moi, dans mon secteur, il y a aux alentours à la fin des années 2010, 2018, 2019, c'est les investisseurs coréens. Il y avait des milliards et des milliards d'investisseurs coréens institutionnels qui achetaient de l'immobilier commercial, donc essentiellement du bureau, à Paris, avec les gadins qui sont en train de se prendre. Je suis pas sûr qu'ils reviennent, mais on voit en fait des vagues comme ça. Dans le football, il y a eu la vague d'investissement chinois. Au milieu des années 2010, il y a eu des investissements chinois absolument partout en Europe. Il y a eu West Brom, il y a eu Aston Villa, il y a eu Milan, il y a eu l'Inter, il y a eu Valence, il y a eu Sochaux. Ça s'est régulièrement très très mal terminé, politique ou géopolitique ou financier, qui font que les capitaux chinois se sont déplacés en Europe. Et là, de la même manière, profitant de plusieurs facteurs, d'un taux de change favorable, du fait que les franchises aux États-Unis s'échangent de plus en plus cher, parce que les franchises, c'est un peu comme la crypto-monnaie, c'est-à-dire que c'est très difficile d'en créer, il y a un nombre réduit, franchises au fur et à mesure du temps s'apprécient. Donc, il y a un ticket d'entrée plus bas. Le football, c'est aussi une classe d'actifs, ce qu'on appelle alternatif. Il y a une diversification. C'est contracyclique. On a vu que au moment du Covid, même en temps d'inflation, les gens continuent à aller au stade, continuent de consommer. Le price money des compétitions ne fait qu'augmenter. Il y a une baisse des droits télé domestiques, mais les droits télé internationaux, notamment de la bientôt de la Ligue 1 explose. Donc, on peut voir le football comme un investissement contracyclique. Et pourquoi en France, plus particulièrement? Parce que bien évidemment, il y a des infrastructures, il y a des pouvoirs publics qui sont régulièrement accommodants. On le voit par exemple pour les Girondins de Bordeaux avec une mairie, une communauté d'agglomération qui a accordé des franchises de loyer donc aux repreneurs, et des vraies possibilités de croissance via justement le trading qui est, on ne va pas le répéter, mais qui est les droits de mutation, qui est avec les droits télé, et un des principes d'un club de football. Ce qui nous intéresse là, et moi sur ce quoi je voudrais insister, c'est les deux facteurs qui, à mon sens, font qu'un investisseur américain, parce que comme je vous le rappelle, il n'est pas monolithique, réussit ou ne réussit pas. Il y a ce qu'on appelle en finance le phénomène de due diligence, ou si vous êtes prêteur, d'une évaluation du risque. La due diligence, c'est quand vous investissez, c'est la période où vous faites un audit financier, fiscal, où vous revoyez votre business plan, vous avez accès à tous les chiffres, et où vous évaluez justement le prix à mettre et les perspectives de croissance. Et là où la plupart des investisseurs américains ont échoué, c'est notamment par une erreur dans des carences dans la due diligence. Ils ont voulu aller trop vite et investir trop fort dans un secteur qu'ils ne maîtrisaient pas. Je vais vous donner un exemple. Alors c'est un cas un peu confidentiel, mais bon, il y a prescription. On m'avait transmis à l'époque ce qu'on appelle l'investment deck, je suis désolé pour l'anglicisme, c'est le dossier de présentation qui incite, qui a été fait par GACP, donc l'acquéreur de Bordeaux après M6, pour attirer des investisseurs. Donc c'est un document, une présentation PowerPoint qui est hyper bien faite, d'une 20aine de pages, et avec ça, ils vont voir différents investisseurs, dont des investisseurs américains, ce qui s'est avéré être le cas, puisque King Street et Fortress ont investi soit en dette, soit en fonds propres dans le club. Et donc, c'est une maquette de présentation. Et je vais vous donner en fait des éléments d'arguments qui ont convaincu finalement King Street et Fortress donc d'investir dans le club. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors, dans cette présentation, donc GACP vendait une hausse des droits télé de 65% par rapport à ce qu'ils étaient déjà. Donc, c'est quand même assez ambitieux. Raté déjà. Ils vendent comment? Raté déjà. Oui, raté. Non mais tu vois, non mais attends, ça va aller crescendo. Enfin, tu sais, on monte en puissance. ESPN et Facebook comme candidats sérieux et quasiment sûrs à l'acquisition de droits télé en Ligue 1. Ils vantaient comme la création de valeur un partenariat sur tout ce qui est analyse data avec Microsoft, et dans la présentation, il y a le petit logo Microsoft juste à côté. Donc je ne sais pas si vous avez déjà entendu en fait que Microsoft était impliqué dans la data analysis. Moi jamais. Les seuls comparables de transactions qu'ils ont mis, c'est que des actionnariats qui ont failli flanquer le club en faillite. Alors je cite, il y a 3 cas.
qui disent c'est notre l'Inter qui a fait un prêt de 500 millions d'euros pour survivre et pouvoir payer les salaires. Le Milan AC qui était en état de quasi-faillite quand Elliott l'a repris pour après le vendre à Redbird. Et Valence avec Peter Lim qui ne fait que s'écrouler financièrement depuis que Peter Lim a racheté le club. Donc les mecs, c'est quand même fort. Bah, ils ont suivi le Ils modèle. vont jusqu'à te dire dans la présentation que chaque club de Ligue 1 est ce qu'on appelle un trophy asset. Un trophy asset, alors en immobilier, c'est un immeuble sur les Champs-Élysées ou le Georges V. C'est quelque chose en fait de très rare et de forcément très recherché. Donc vu comment les clubs sont de recherche d'investissement, moi je me permets d'en douter. Et ensuite, ils ont valorisé l'effectif à 120 millions d'euros. Quand on voit en fait à quel prix on a vendu nos joueurs, on est un peu sceptique. Ou Benoît Costil, là, par exemple, à 6,5 millions. Donc en fait, et ça, tout ça, ça a convaincu King Street et Fortress d'investir dans le club. Donc, enfin, le fait qu'il n'ait pas mis assez de soin dans la due diligence, le phénomène de due diligence, et là, ensuite, mon deuxième élément, c'est pourquoi un investissement rate ou réussit, c'est la question de l'operating partner. L'operating partner, c'est en finance ou lors d'un rachat, vous pouvez appeler l'asset manager, c'est celui qui va être en charge des opérations au quotidien, qui va être chargé de créer de la valeur au quotidien. Donc, c'est cet operating partner ou cet asset manager, ça va de Damien Comolli à Toulouse à ce que va être, par exemple, Radcliffe à Manchester. C'est-à-dire qu'un investisseur qui est amené à monter ou pas, mais qui de toute façon va être encouragé et va être rémunéré en fonction du succès de l'opération. Un asset manager, un operating partner, comment ça se rémunère? Ça a un management fee, donc annuel, plus ce qu'on appelle un success fee ou un earn-out, c'est-à-dire qu'un montant de la revente de l'opération. Donc plus il crée de la valeur, mieux il revend le club, mieux il fait son travail, plus... Et c'est vraiment dans ce choix-là qui est crucial. Val, dans ton intro, tu parlais de dépendance au directeur sportif. Franck McCourt, c'est exactement ça. C'est-à-dire que son operating partner, initialement, c'était Hero. Il en a changé en Longoria. Donc, en fait, pour des gens, donc des Américains qui n'ont pas du tout en fait, de connaissances suffisantes pour gérer un club de foot, en tout cas français, on a vu avec Textor qu'il n'avait pas le contexte réglementaire, qu'il n'avait pas le contexte juridique, qu'il n'avait pas le contexte même pas, en fait, qui ne comprenaient même pas cette notion de règle, d'organisme, en fait, qui régule le football, on voit qu'un operating partner local est essentiel. De la même manière que moi, en immobilier, quand je décide de prêter, j'analyse quoi? J'analyse la qualité du sponsor, est-ce qu'il a assez d'argent, mais surtout, qui va gérer l'immeuble. Donc, c'est vraiment ces deux notions que j'aimerais mettre en avant, cette notion du due diligence et cette notion d'asset manager, d'operating partner, qui sont absolument essentiel dans la... Et c'est sous ce prisme qu'on peut décider et évaluer de la réussite d'un investissement américain en Ligue 1. Merci beaucoup, David. Je vais laisser JB enchaîner. Alors moi j'adore écouter David pour une raison très simple, il y a des anglicismes, il y a des termes business. Alors d'un côté ça me donne l'impression d'être intelligent, de l'autre d'être face à un discours qui est celui d'un insoumis qui a resté ses éléments de langage. J'ai l'impression que tu t'es transformé en Jérôme Latta là, en l'espace de quelques instants. Moi je vais repositionner le débat et je vais dire simplement ce qu'on pense tous. L'Amérique tente une nouvelle fois de nous envahir, d'entrer dans notre football comme on viendrait racheter finalement nos femmes, nos terrains, nos propriétés, nos actifs. Ils sont chez nous. La ménagère a peur. La France a peur. Ils veulent tout acheter, veulent racheter la France donc, et c'est un spécialiste du Qatar qui vous le dit. Et il y a une seule personne qui est heureuse aujourd'hui, c'est Vincent Labrune. Vous savez, hein, celui qui a une mèche typique des séries des années 90, celui qui aurait très bien pu jouer dans Dallas et qui a rêvé de trouver du pétrole. La seule chose qu'il a trouvé, c'est de l'incompétence et finalement des notes de frais. Ce qu'on voit ici, c'est que les États-Unis essaient de racheter le football français, alors que pour eux, ce sport, c'est quand même un sport particulier, parce que d'abord, ils l'appellent pas football, ils l'appellent soccer. Je rappelle que pour eux, ce sport, c'est quand même un sport dans lequel l'Afrique du Sud a le niveau international de la JOCR. Bah, ici, il faut le dire, Flo, à un moment donné, ton club, il est sympathique, mais il est là où il doit être. C'est-à-dire loin des grandes métropoles, avec beaucoup d'alcool pour supporter le reste, et puis la, la dépression à la fin du match. Enfin, en clair, tu pourrais être à la place du rugby français, quoi.
Donc ce qu'on voit, c'est que la peur s'installe. Pourquoi? Parce que tout le monde attendait de l'argent, tout le monde attendait un vrai niveau de compétence, hein. Je parle pas de Textor évidemment. On espérait Musk, on espérait Bill Gates, on espérait Bezos. On a eu les rednecks, on a eu McCourt et on a eu les Français expatriés, Jacques Henry, on ne t'oublie pas. Pourquoi avoir peur donc? Parce que derrière, normalement, les États-Unis devraient réussir dans le soccer. Ils ont tout, hein, pour ça. Ils ont récupéré la Coupe du Monde. Ils ont des équipes masculines, féminines. Ça commence à tourner bien. Ils ont eu Megan Rapinoe, la future présidente des États-Unis. Ils ont Messi, hein, l'ambassadeur du football argentin slash saoudien. Vous savez, le roi des sportifs à mobilité réduite. L'homme qui a un talent aussi important qu'il a du mépris pour Paris. Et puis, les États-Unis ont la FIFA pour les aider. Cette institution formidable, hein, qui a permis à Gianni de comprendre l'intérêt d'aller vivre bientôt à Miami, car il va s'y installer. La FIFA qui a très bien compris pourquoi les États-Unis allaient justement vers le foot européen, parce que le FBI aujourd'hui a fait le ménage et facilite ses investissements. Aujourd'hui, le foot français intéresse les États-Unis, non pas simplement parce qu'il y a du business et David nous a dépeint un tableau qui est assez catastrophique. Hein, on a l'impression que Kashkar est derrière chaque Américain qui se pointe sur le territoire. Mais ce qu'on voit surtout, c'est que c'est un véritable, alors cette fois, asset trophy dans le grand jeu international, dans cette guerre des mondes aujourd'hui qui est la nôtre. C'est un aspect essentiel dans la géopolitique. Et il leur manquait la Ligue 1, parce qu'évidemment, le monde va tourner autour de la Ligue 1, et ça, il faut le dire. Sans la Ligue 1, vous perdez le leadership mondial. Sans la Ligue 1, sans son pouvoir de rayonnement, vous ne pourrez pas, littéralement, faire tomber les Chinois. Et c'est pour ça que c'est cette réalité qui va faire qu'on va tout leur vendre et qu'on va absolument pas regarder ce qui se passe. Car la présence des Américains, ça nous rassure, hein. On pense tous à Johnny, à Jodassin. On pense tous à cette capacité qu'ils ont eue à dynamiser les Champs-Élysées, à nous montrer aussi ce qu'on n'est plus. Les Américains, c'est pas la désoccidentalisation du football, c'est sa déseuropéanisation. Et la France aujourd'hui va se retrouver dans la même situation prochainement que l'Angleterre. On a tout vendu, il nous reste plus rien. On a juste nos yeux pour pleurer. Et encore, il faudra le faire à crédit. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que le soccer pour eux, c'est certes de l'argent, c'est des perspectives d'enrichissement évidemment, mais c'est surtout et avant tout une sorte de résidence secondaire qu'on utiliserait pour d'autres choses. Le soccer pour eux, c'est un moyen, c'est une tendance, c'est pas une fin. Le soccer, c'est de l'influence. Et je vais laisser la place à Thibaut pour qu'il nous explique à quel point voir les Américains chez nous, ça nous rappelle les meilleurs moments de notre histoire. Il n'y a pas la pression, Thibaut, c'est cool. Bon, j'ai rien compris, JB, à ce que tu as dit, mais c'est pas grave. Voilà. Je vais enchaîner. Alors, sur ce que tu disais, David, sur quel est le changement qu'ont apporté les Américains, notamment. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était d'essayer de comprendre ce qu'il y a de spécifique à l'investissement américain dans notre culture à nous et dans nos traditions à nous. Et je vais revenir un peu sur ce qu'on avait dit lors d'un podcast il y a quelques mois, mais pour peut-être le faire de manière un peu plus précise. C'est l'idée que traditionnellement, le football chez nous est pas une économie rentable. On dit toujours que c'était une économie de mécénat. Traditionnellement, ce sont des bourgeois locaux, des notables locaux qui investissaient, des industriels locaux qui investissaient avec des visées, disons, d'influence locale, de visibilité locale, parfois politique. Souvent, les mairies, les collectivités territoriales ont traditionnellement investi beaucoup dans les clubs de football jusque dans les années 90, jusqu'à la législation et sur l'encadrement des deniers publics dans le sport. Donc il y a eu traditionnellement une vision du sport qui était une vision extra-économique, on pourrait dire, qui n'était pas soumis, quasiment de service public, non, qui n'était pas soumis à la rationalité et à un principe d'utilité. Tant d'un point de vue d'argent public ou du point de vue de l'argent privé. Hein. C'était cette culture du mécénat qui est très ancienne, hein, qui est une culture qui date, j'allais dire, de la nuit des temps. Quoi. Je serais difficile de dire le premier mécène de l'histoire de l'humanité. Je ne sais pas qui c'est, peut-être Ramsès II ou encore. Bref, l'art est traditionnellement un secteur qui n'est pas soumis aux mêmes critères. Et donc le sport s'est inscrit dans l'univers de la culture comme étant une économie du mécénat. Et c'est une économie très européenne, en fait. Hein. Tous les clubs sont nés comme ça. Alors,
il y a même dans le cadre de clubs qui appartenaient à des grandes industries comme Peugeot, l'objectif de la section sportive n'était pas un objectif économique. Il était un objectif de rayonnement, d'occupation pour les ouvriers, mais en aucun cas il était question de faire de l'argent avec une équipe de football. Ça a toujours été hors de propos, c'est une question qui a toujours été hors de propos. Avec l'arrivée des Américains, on a quelque chose d'assez nouveau, en tout cas une transposition et l'idée que tout à coup, cette industrie-là qui traditionnellement, culturellement chez nous n'est pas une industrie vouée à être rentable, vouée à être économiquement utile, devient une industrie comme une autre. Soumise à des due diligence, à des termes techniques de finance, soumis à des operating partners, soumis à l'idée qu'on pouvait avoir une planification à long terme d'un investissement. C'est-à-dire que ce qui était au départ du cadre de paradigme de la dépense, c'est un concept dont on avait déjà parlé, c'est-à-dire de, Taille, hein. voilà, de bataille, de la part maudite notamment, dans un cadre de dépense où il s'agissait de dépenser le plus possible pour acquérir en échange des gains de visibilité ou d'influence culturelle, se transforme, la dépense devient de l'investissement, de la rentabilité. On passe du paradigme du mécénat au paradigme économique. Et ça change quand même beaucoup de choses, et on le voit même dans ce qui se passe à la LFP. On voit d'un côté les présidents de clubs qui veulent absolument aboutir au milliard, une sorte de fétichisme du milliard, et de l'autre côté CVC qui a planifié son deal avec grande finesse et qui arrive à ponctionner les recettes de la Ligue 1 à 13% par an sur un bail qui a Amphithéotique. mais même pas, parce c'est Orthotique, c'est 99 ans, donc Ouais. c'est même pas le cas. Donc je pense que c'est même illégal en fait. Il n'y a pas de baux qui soient En France. sans limite en fait. Je crois que ça n'existe pas. Non. Donc bref, on voit qu'on change de paradigme et que nos clubs ont parfois du mal. Alors il y a certains qui arrivent à montrer les muscles et à montrer qu'ils sont rentables, comme le RC Lens, Amber Capital, au prix de beaucoup de frais de mutation et de transformation structurelle, et de l'autre, des clubs qui n'y arrivent pas. Et c'est souvent les gros clubs qui n'y arrivent pas. Lyon n'y arrive pas, Marseille n'y arrive pas, très difficilement, Paris n'y arrive pas. Et on voit que plus nos clubs sont gros, plus ils ont du mal à être rentables. Précisément parce qu'ils ne sont pas gros parce qu'ils étaient, comment dire, ils sont pas gros au fort de leur activité économique, mais fort de la mobilisation émotionnelle qu'ils génèrent. Et donc, avec l'arrivée des Américains, il était une fois en Amérique, il était une fois d'un changement de modèle. Il était une fois une autre manière de voir le sport. On le voit, le sport est un business. Le business du sport aux États-Unis, on ne cesse de les prendre en exemple, est une tradition. Mais rappelons que les règles qui encadrent le sport US sont beaucoup plus strictes que les règles qui encadrent le sport européen, notamment l'investissement dans les franchises je sais, d'NBA, en tout cas de MLS, je crois qu'ils sont limités à 20%. Les fonds d'investissement sont limités à Toutes les 20%. franchises américaines. Le capital Toutes risque, les c'est franchises américaines. Ouais. voilà, toutes les franchises américaines qui ont un fonctionnement de cartel, c'est-à-dire avec une autorégulation faite par l'un des membres désignés par les autres, où il n'y a absolument pas de libéralisme. Hein, c'est le libéralisme à l'américaine, c'est-à-dire c'est le libéralisme, c'est le contraire du libéralisme chez nous, c'est le libéralisme de la loi, en fait, c'est le pouvoir de la loi, mais le pouvoir de la loi auto-administrée, quoi, auto-engendrée. Et donc ça fonctionne dans ce cadre-là. Le problème, c'est que chez nous, on a, à mon sens, les deux inconvénients, quoi. On a d'un côté l'inconvénient d'une libéralisation extrême, c'est-à-dire qu'on n'a pas véritablement de législation de cartel, c'est-à-dire de législation propre au secteur, ou alors très difficile. On voit dans le cadre de la loi sur l'appel d'offres a été fait en catimini, on n'avait rien compris pourquoi les changements les différents changements de décrets d'application sur les droits télé, enfin tout ça c'est fait un peu de manière chaotique et pas du tout coordonnée. Et en même temps, des investisseurs qui se donnent à cœur joie dans une économie qui est une sorte de Far West pour eux. Alors c'est le Far West inversé, sans qu'on puisse vraiment exercer un certain contrôle sur eux. Tu parlais de due diligence, effectivement, on se demande si les Américains feraient ça chez eux, en fait. Être capable d'investir dans un club comme le Girondins de Bordeaux, dont les informations sont somme toute assez accessibles, en fait. Il n'y a pas Mais besoin en fait, de... enfin, alors ça, je vais peut-être le garder pour la partie débat, vas-y, mais tu sais vas-y. qu'ils ne le feraient pas parce que, par exemple, McCourt avait été placé sous tutelle de la Ligue aux Dodgers.
parce qu'il ne gérait pas le club des Dodgers de façon pérenne. Donc en fait, la ligue. Donc en fait, la ligue ne permet pas des écarts de gestion. Jamais, en fait. Parce que ça ternit l'image de toutes les équipes. Parce qu'on parle pas de franchise, on parle de. Il résonne en termes de ligue. Ouais, donc on voit, Excuse-moi de t'avoir on coupé. voit qu'une sorte de Far West, de poubelle américaine. Exactement. Donc il faut s'interroger sur notre capacité à, changer de modèle, et si on veut changer de modèle, s'en donner les moyens. C'est-à-dire de réguler et de limiter les parts d'investissement. Merci beaucoup Thibaut. Et ben on va faire notre petite pause habituelle et je vais laisser Flo évidemment nous partager un petit peu toutes les J'aime pas trop ça. recommandations, toutes les recommandations culturelles que tu as pu lire cette semaine dans les médias. Ouais, en tout cas, c'est très sympa de me laisser 2 semaines pour préparer cette chronique dans la joie et la bonne humeur que nous impose la légèreté de l'actualité. Donc, vu ce qui est en train de se passer actuellement, c'est pas fait pour s'arrêter. Je vous avoue, pour le coup, j'aurais bien laissé ma place sur ce coup à Jules, mais il n'était pas dispo. Et seuls Youssef Attal et Enrico Macias se sont proposés, donc je me suis dit que je serais plus mauvais qu'eux finalement. Bref, on s'est quitté il y a 15 jours avec un conflit armé face aux punaises de lit pour se retrouver 2 semaines plus tard avec le nouvel assassinat terroriste d'un prof. J'ai lâché une blague un peu vaseuse sur les vendredis soirs qu'auraient pu passer David et Patrice Haddad ensemble. On se retrouve avec une guerre affreuse entre le Hamas et Israël que l'on suit en détournant le regard pour attendre ce que dira le bureau ovale. Et pire, depuis dimanche 23h, on a un peu la sensation de passer pour les semés belges de l'Ovalie parce que ces cons du rugby ne sont pas foutus de nous remonter le moral avec un Cheslin Colby qui rappelle nos vieux démons et se la joue façon Emiliano Martinez. Dire qu'on était revenu de vacances en se plongeant avec l'allégresse dans cette Coupe du Monde de rugby, prolongeant un peu plus la chaleur de l'été, là j'ai tout d'un coup l'impression brutale de plonger dans la morosité de l'hiver. Vivement au cerf Valenciennes qu'on se réchauffe un peu les cœurs. Bon, je vous rassure, le Comex, il y en a quand même 2 pour qui tout va bien. David et Val, bah ouais, Bordeaux et Lyon sont invaincus depuis une semaine. Et ça c'est quelque chose. Quoique David, je le sais, t'en as parlé tout à l'heure, tu as sombré ce week-end après la défaite en Coupe de France de l'OSQ, l'Olympique Saint-Quentinois, qui quitte la compétition prématurément et par la petite porte face à Camon, modeste club de Régional 2. Bon, plus sérieusement, après l'élimination du 15 de France et l'approche de la fin de la compétition qui se déroulera uniquement au Stade de France, il est temps de remercier les gentlemen du Sud-Ouest de nous avoir laissé les pelouses dans un très bel état dans nos stades avec leurs crampons de 12. Des terrains au bord de la rupture, comme l'explique Alexis Danjon pour l'équipe, au vu des soulèvements de plaques de gazon et des escalopes laissées sur les pelouses après les passages de Etzebet ou Etchebest, ou peut-être les deux du coup. Bref, des pelouses qui seront changées pour la plupart, mais qui auront laissé un triste spectacle pendant un peu plus d'1 mois pour notre cher Ligue 1 qui n'avait déjà pas besoin de ça. Sacré timing en tout cas, puisque c'est pile à ce moment que la LFP a décidé de lancer son appel d'offres pour la Ligue 1, pour les droits télé évidemment, elle qui espère obtenir le fameux milliard. L'occasion d'apprendre grâce à Loïc Brallet pour le site de RMC Sport les conditions très précises et réglementées et drastiques de la mécanique d'attribution qui se déroule depuis lundi 8h dans les bureaux du cabinet d'avocats Clifford Chance, avec un déroulé des enchères lot par lot et des paliers de 10 millions minimum pour le lot principal. Des huissiers, une zone sécurisée, des portables interdits et des connexions brouillées, des candidats qui devront expliquer leur stratégie face au hacking et au piratage. Franchement, si avec ça Vincent Labrune il fait pas peur à Poutine, je comprends plus rien. Mais le problème, c'est pas Poutine, c'est Canal et Bolloré. Bien plus fort que ce vulgaire masseur au polonium siliconé, comme l'appelle JB et ses amis géopoliticiens. Non, Vince, c'est la force bretonne et la réussite en Afrique. Bon, c'est vrai que Vlad, ces derniers temps, il s'est pas mal installé aussi en Afrique, à tel point que malgré les sanctions et l'interdiction de la FIFA, la Sbornaya parvient à organiser des matchs amicaux face au Kenya, en Turquie, et contre le Cameroun à Moscou même. L'occasion pour Lucas Aubin, directeur de recherche à l'IRIS et spécialiste de la Russie, de rappeler que Poutine a très bien compris que son pays peut tirer profit d'une diplomatie sportive active, et qu'il faut donc s'attendre à ce que d'autres sélections africaines, dont les gouvernements n'ont pas condamné l'invasion russe en Ukraine, se rendent à Moscou prochainement. Lucas Aubin qui voit également possible la réintégration de la Sbornaya aux compétitions officielles en prévision du Mondial 2026, alors que la FIFA, comme on le sait, ne voit pas le football d'un point de vue occidental, mais d'une façon de plus en plus décentrée. Aussi parce qu'il peut y avoir, évidemment, des affaires à réaliser. Une orientation qui se confirme alors que Don Gianni Infantino semble tout faire pour permettre à l'Arabie Saoudite du démocrate Mohamed Ben Salman d'accueillir la Coupe du Monde 2034. Comment ? Avec malice et roublardise, comme l'explique Philippe Auclair sur le site d'Eurosport. En octroyant via le conseil de la FIFA, dont de nombreux membres ont été placés par Infantino à son arrivée, l'organisation de 3 matchs de poule respectivement au Paraguay, en Uruguay et en Argentine. Alors que le reste de la compétition, comme on le sait, aura lieu au Maroc, au Portugal et en Espagne. Pour quelle raison ? Pour fêter le centenaire du mondial, selon l'homme réélu 2 fois par applaudissement,
Mais en réalité, surtout pour écarter, en plus de l'UEFA et de la CAF donc, la CONMEBOL de l'organisation d'une éventuelle candidature à l'organisation du tournoi 2034, comme l'exige le principe de rotation continentale voulu par la FIFA. La CONCACAF, quant à elle déjà organisatrice de la prochaine Coupe du Monde 2026, avec le trio États-Unis-Mexique-Canada, il ne restait donc plus que la modeste OFC, la Confédération d'Océanie, et surtout l'AFC, son pendant asiatique. Une opération non pas cousue de fil blanc, mais de cordes d'amarrage, comme l'écrit au clair, alors que les associations membres tentaient de faire acte de candidature se voyaient donner 25 jours seulement pour le faire, et ce alors que l'Arabie saoudite avait lancé depuis 2 ans une offensive diplomatique sans précédent auprès de fédérations et de confédérations comme on l'apprend dans l'article, le tout en signant plus de 40 protocoles d'accords de coopération bilatéraux, particulièrement avec les confédérations africaines et océaniennes. Et bien évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, au cœur de ces enjeux, la question écologique, comme le critique Anthony Alice pour le site d'EcoFoot, et qui se demande si le sport et particulièrement le football sont-ils hors sol. Une réponse vite trouvée avec l'organisation sur 3 continents de la Coupe du Monde 2030, en décalage complet donc avec les enjeux et l'urgence climatique. Le tout alors que le prochain trophée des champions de la LFP devrait poser ses valises en Arabie Saoudite. Non, Giannis est définitivement le boss. C'est Sarkozy, lui, mais il ne bip pas au scanner dans les aéroports. La soquette légère, ce Giannis. Si l'honnêteté n'est pas donc son fort, on a cependant trouvé le menteur de la semaine, Thibaut Leplat. Du moins selon Daniel Riol. Thibaut, en une semaine d'after, il est devenu le menteur le plus célèbre sur RMC depuis Jérôme Cahuzac, qui avait nié, on s'en souvient, à Tu l'antenne, mens, tu avoir mens, des tu mens. comptes dans des paradis fiscaux. Bon, pas de bol pour celui que David appelait alors son simple collègue. Il ne se doutait pas que la Suisse, l'île de Man ou les îles Caïmans en faisaient partie. Bah oui, David, pour toi et le petit monde de la finance, c'est normal, mais pour nous, ce ne sont pas des destinations de vacances classiques. Non. Dans ce marasme, Thibaut a en tout cas bien essayé de relever le niveau avec un corrosif édito plein de sarcasme nommé Requiem pour nos cons sur le site de l'After Media. Problème, s'il parlait des tribunes en évoquant, je cite, la bêtise française et les murs des cons, un autre niçois, Youssef Attal, a semblé faire allégeance à son Requiem, confondant mur des lamentations et mur des cons, en likant un post appelant à la mort des juifs. C'est pas des excuses sur les réseaux sociaux qui suffiront, Youssef. Parce que là, ça ressemble un peu à la défense de cet homme condamné à Soissons pour avoir mis une main aux fesses d'une fille de 15 ans, invoquant simplement « c'est mon défaut », comme le révèle les nouvelles. Oh là là, c'est dur ça. Non. Dans ce contexte bien trop lourd, on se serait clairement passé des réactions d'Attal. Après l'effroi terroriste qui s'est abattu sur Israël et l'horreur que subit Gaza depuis plus d'une semaine, alors qu'on voudrait juste que la vengeance de Netanyahou et des plus extrémistes de ses alliés au sein du gouvernement israélien ne cesse, parce qu'il semble de plus en plus en train de jouer seul au jeu du question-réponse et qu'on voudrait bien savoir de combien de questions il a vu dans son QCM, car l'horreur en tout cas a déjà bien trop duré entre le Hamas et Israël. Heureusement, au cœur de ces brutalités, j'ai vu une lueur qui m'a réchauffé le cœur le week-end dernier. L'inauguration d'une salle Éric Cantona au centre de formation de l'AJ-Auxerre, comme le rapporte Lyon Républicaine. Le tout avec la présence de son premier mentor, Giroud, probablement l'un des plus grands coachs formateurs et qui aura fait de la transmission sa passion et son credo. Un peu comme Dominique Bernard, lâchement assassiné vendredi dernier. Prof, JB, c'était déjà pas le poste le plus attractif ces derniers temps, malheureusement, un peu moins que footballeur en tout cas, mais à l'instar de Giroud et de tant d'autres éducateurs, que ce soit sur les pelouses ou dans les classes, Dominique Bernard cimentait la société, faisait grandir des générations. La transmission et l'éducation, Dominique Bernard l'aima, lui. Et je peux vous assurer que si on tient énormément à JB en tant que spécialiste géopolitique du foot sur 11e art ou ailleurs, on l'aime au moins autant comme prof d'histoire géo. Auprès de ses élèves, à pouvoir juste enseigner librement sans penser à ce qu'il ne pourrait pas dire ou aux conneries de Youssef Attal. Oui, et tu sais de quoi tu parles quand tu parles de JB en tant que prof, une vieille expérience Exactement. qui te rappelle de très bons souvenirs. Merci beaucoup Flo pour cette chronique, cette revue de presse. On va basculer dans la deuxième partie de notre sujet du jour. Du coup, en Ligue 1, j'ai perdu le nom exact du sujet. Vous allez m'aider? En Ligue 1, Il était une fois l'Amérique. il était une fois l'Amérique. Merci Thibaut, j'ai un petit trou. David, sur ce sujet, tu t'interroges dans un premier temps pour savoir qui sont ces investisseurs américains. Tu dis qu'il y a plusieurs types. Tu parles des fonds d'investissement comme Redbird à Toulouse. Tu parles de ceux qui ont une approche patrimoniale comme McCourt à Marseille. Ceux qui ont un mélange des deux comme Textor à Lyon. Tu parles des actionnaires minoritaires comme Boli. Tu parles des prêteurs comme Elliott et des diffuseurs comme Apple. Tu t'interroges aussi sur pourquoi est-ce qu'ils viendraient en Ligue 1. Tu estimes qu'il y a un effet moutonnier. Tu donnes les exemples
exemple des investisseurs coréens dans l'immobilier en France. Je ne sais plus la date exactement, mais tu pourras me le confirmer un peu plus tard. Tu parles aussi de l'exemple des investisseurs chinois début 2010 dans le football, et que là, tu dis qu'aujourd'hui, maintenant, il y a un effet bouclier pareil avec les Américains parce qu'il y a des conditions économiques favorables, des investissements contracycliques et de vraies possibilités de croissance. Et tu estimes que pour que ces projets-là réussissent, il y a deux facteurs essentiels. Le premier, c'est le facteur de la due diligence, qui est la période où tu investis, tu fais un audit et tu évalues les perspectives de croissance. Euh, et tu estimes justement que les échecs des différents projets américains en Ligue 1 sont dus à des problèmes de due diligence, et évidemment l'exemple de GACP. Et la deuxième condition pour toi, c'est d'avoir un operating partner, pardon, donc ce qui est la personne qui est chargée de créer de la valeur au quotidien, comme Comoli à Toulouse par exemple. Et tu estimes qu'il est important d'avoir un operating partner local qui comprend les enjeux des clubs. Et donc toi, tu estimes que ces deux conditions, la due diligence et l'operating partner, sont évidemment essentielles à la réussite d'un projet. Embauché, Embauché. c'est bon. Tu as un poste à pourvoir ou Ouais, mon matos. Très bien. JB, tu parles de l'Amérique qui tente une nouvelle fois d'investir en France et tu estimes qu'il n'y a qu'une seule personne que ça satisfait dans le monde du football, c'est Vincent Labrune. Et qu'au-delà de ça, il y a une peur qui s'installe parce qu'il y a évidemment un manque de compétences chez les Américains. Ce qui est paradoxal parce que les Américains devraient réussir dans le soccer, a priori. Tu parles évidemment de la Coupe du Monde 2026, tu parles de l'investissement sur Messi, tu parles de l'influence de Megan Rapinoe et une réussite sur laquelle évidemment fonce la FIFA, qui a très bien compris qu'il y avait un cadre évidemment qui avait été créé aux États-Unis justement pour faciliter les investissements dans le sport et pour réussir justement toutes ces compétitions. Et du point de vue, tu estimes pour toi justement que pour les Américains, le soccer, c'est un moyen et une influence. Et d'un point de vue français, tu estimes qu'il est plus rassurant d'avoir des investisseurs américains que d'autres partenaires. Thibaut, tu te poses la question de quel changement apporte justement l'investissement de tous ces investissements américains, pardon, quelle spécificité. Tu reviens en arrière en disant que l'économie du football n'est pas rentable, évidemment, qu'avant l'objectif était plutôt territorial ou d'influence, qu'il y avait une vision du sport extra-économique, avec la fameuse culture du mécénat, et que l'arrivée des États-Unis implique une transformation de l'industrie vers une planification de la finance et de la dépense, une transformation qui entraîne un changement de paradigme avec des clubs qui y arrivent comme Lens et d'autres qui n'y arrivent pas comme Lyon, Marseille ou le PSG. Et tu fais une comparaison avec les franchises américaines qui sont elles très encadrées, où il y a très peu de libéralisation, ce qui n'est évidemment pas le cas en France où il n'y a que très peu de cadres, très peu de contrôle. Et tu estimes que nous sommes un espèce de Far West américain et qu'il faut penser le cadre juridique pour contrôler ces investissements. Voilà. Messieurs, je vous laisse reprendre. Je sais que David, tu avais des trucs à rajouter, donc je vais Ouais, j'avais des trucs à commencer. rajouter et Thibaut m'a permis de rebondir puisque ça me fait penser à deux choses, moi, son dernier point, sa nécessité de régulation, je pense qu'on en avait déjà parlé. Mais pourquoi les Américains arrivent dans un Far West? Parce qu'ils arrivent en fait il faut jamais laisser un Américain, et je travaille avec des fonds américains absolument, euh, lui donner l'impression d'avoir la main dans les négociations. C'est-à-dire que nous, en France, je l'ai répété, à Mediapro, le Covid, on fait que nous tendons l'écuelle et que l'investisseur ou le prêteur américain arrive immédiatement en position de force sans aucune limite. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune limite de prêt. Le LBO, donc l'acquisition à fond effet de levier, est interdit depuis cet été en première ligue. C'est quand même un comble. Il n'est pas interdit en France. C'est quand même un comble que le Royaume-Uni ait une régulation plus forte que la nôtre. Le LBO, précise ce que c'est quand même. Oui, le LBO, en fait, c'est une acquisition, c'est un leverage buyout, c'est une acquisition à très fort effet de levier. C'est le fait de faire peser la dette sur donc le club acquis et de payer les intérêts et le principal de la dette avec les revenus générés par le club. Donc, c'est Manchester. Voilà, exactement. C'est Lyon, non? Comment? Textor C'est à Lyon Lyon. aussi. Ouais. Ça permet d'acheter un truc sans mettre beaucoup de sous dedans, quoi. Exactement, ou quasiment pas, d'ailleurs. Quasiment pas. Ouais, alors pour les investisseurs de Joe Dagrossa, qui était à la tête de GACP, a mis 5 millions. Je pense que Textor a mis un peu plus. On parle d'un investissement de 900 millions d'euros, 800, 900 à Lyon. Ça vous donne un peu l'intérêt en fait financier que Textor a à la réussite de l'opération et le risque aussi qu'il prend. Donc voilà. Et donc ils arrivent avec un pouvoir de négociation très comme le Messi, et sans régulation. Et les Anglais, donc à l'initiative du gouvernement, ont
ont émis à ce qu'on appelle un white paper. Donc, c'est un espèce de papier blanc, c'est une note d'information ou de recommandation avec une liste justement de régulations permettant l'encadrement de la reprise des clubs. Ça fait suite à de très nombreuses faillites. Il y a eu Bury, il y a Southend qui est en train, il y a eu Wimbledon. Il y a eu énormément de clubs enfin énormément, il y a eu beaucoup de clubs qui ont disparu alors qu'on dégringolait dans les divisions. Bolton a failli mourir alors qu'il jouait la Coupe d'Europe sous Allardyce il y a une quinzaine d'années. Donc, j'ai l'impression que le pays le plus libéral, le moins régulateur, enfin, j'allais dire d'Europe, si on peut encore les considérer dans l'Europe, se bouge et que nous ne faisons rien parce que nous en avons trop besoin de l'argent américain ou autre. Donc, et ce Français est prêt, justement, comme Thibaut le disait, je suis un peu long, je suis désolé, euh, d'aborder une phase peut-être de décroissance pendant quelques années, le temps de se réguler et de réattirer des investisseurs un peu moins agressifs. Je sais pas, c'est une question ouverte en fait que je laisse à mes collègues le soin de rebondir dessus ou pas. Ouais, si je peux aller dans ton sens, David, et dans le sens aussi de Thibaut, ce que je vois, c'est qu'en France, on attend d'abord la régulation du politique avant d'essayer de se réguler soi-même. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, les modèles des ligues, c'est des sociétés privées qui sont capables de gérer elles-mêmes le business et qui mutualisent à la fois les dépenses et le reste. Et ce qu'on voit, c'est que nous, on a des gens qui profitent de l'entrée de ces capitaux. Il faut voir les salaires de Vincent Labrune et de ses acolytes, sans avoir la responsabilité qui va derrière. Sauf que le politique est complètement largué. Ce qui s'est passé à la LFP, c'est quasi scandaleux et je pense que ça va en éclabousser 2-3 quand ça va vraiment sortir. Et aujourd'hui, quand le modèle américain entre, il bouscule quelque chose qui n'est pas pareil. On parlait d'actifs immatériels la dernière fois. Quand on achète un club, on achète plus qu'un club, on n'achète pas simplement une entreprise. Les États-Unis, quand ils viennent, eux, en tout cas sur ces actifs et ces acteurs-là, vu leur nature, ils vont chercher des actifs et s'ils ont à un moment donné à les lâcher, ils les lâchent. On l'a vu avec Bordeaux sur la première phase. Et c'est ce qui est en train de se passer avec Lyon. C'est ce qui pourrait se passer avec Lyon. Il y a un moment donné, le politique va bouger, mais ça va encore se gérer de la même manière. Privatisation des revenus, socialisation et donc des pertes. Et on va tenter de récupérer les clubs avec des fonds publics. Et aujourd'hui, la manne américaine, c'est pour ça que je disais qu'il fallait en avoir peur, c'est qu'on n'a pas le système finalement politique qui comprend ce que leur arrivée suppose. Quand un actif américain, enfin quand un acteur américain arrive pour faire du foot un actif, il a aussi en tête la vision des ligues américaines avec leur profitabilité, la sécurisation des investissements, et puis derrière, il arrive avec une culture aussi de la philanthropie. On n'a pas ça chez nous. On n'a pas de milliardaires capables d'investir, en tout cas ils ne le veulent pas dans le foot. Et aujourd'hui, pour reprendre ce que disait Thibaut, ce choc des cultures-là, il risque de faire disparaître des clubs et des vrais projets. La situation de Lyon, par exemple, devrait servir de modèle. On risque d'aller vers une catastrophe industrielle. Et cette catastrophe industrielle, elle va montrer d'abord ce qui est devenu l'économie du foot en France, c'est génial. Elle va montrer aussi l'incompétence de ceux qui sont censés la réguler, l'organiser, et qui là vont montrer leur triste incompétence. Après avoir planté Marseille, certains vont planter la Ligue. Et tout ça avec un sourire sans nom. Regardez par exemple la place que Didier Quillot a encore dans certaines négociations, l'influence que certains acteurs ont encore. Et ça aujourd'hui c'est difficile à comprendre, à défaut même de l'accepter. Thibaut, tu veux rajouter quelque chose? Oui, il se passe un peu avec le football ce qui s'est passé avec la désindustrialisation en France, mais disons, en version hardcore, quoi. C'est-à-dire que là, il n'y a même plus d'usine. On change de modèle, mais sans savoir où on va. Il y a une particularité, c'est que c'est ces deux univers-là, que sont le sportif et le financier, avec les Américains, ont réussi à se réunir sur un terme, un concept qui est la performance. C'est du vocabulaire à la fois financier, on parle de performance d'actifs, mais aussi de performance sportive. C'est-à-dire que les Américains, là où ils sont très forts, c'est qu'ils ont réussi pour nous, quelque chose qui était semblé totalement décorrélé l'un de l'autre. Enfin, décorrélé, disons que c'était plutôt un gros mot, quoi, l'économie dans le sport. Ont réussi à lier l'un à l'autre et à avoir un modèle comme ça hyper séduisant pour nous. C'est-à-dire qu'il faut faire performer un club comme on ferait performer une équipe. T'as vu, on parle de rendement d'un joueur d'ailleurs depuis quelques Bien années, c'est sûr, marrant. On en n'en parlait pas espagnol, du c'est tout avant. rendimiento aussi.
C'est l'idée qu'on mécanise un peu tout. On mécanise une industrie qui est une industrie archaïque, qui était une industrie qu'on considérait comme archaïque. On la mécanise, on l'automatise et on la mesure. On essaye d'en faire quelque chose qui puisse rentrer dans des tableurs. Et parfois ça marche, parfois ça marche pas. Effectivement, ce qui est un peu étonnant, c'est la réaction de la Ligue et ce que tu disais, c'est des positions de négociation qui sont jamais très habiles en réalité. Il semble qu'en tout cas, les efforts de négociation sont faits entre les présidents pour arriver à des accords ensemble, mais alors jamais avec le partenaire commercial. Donc le partenaire commercial, soit on lui impose une norme, soit lui-même impose son prix, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment d'échange en fait sur le produit, par exemple là c'est assez typique, l'appel d'offres, on dirait un concours administratif en fait. Ouais. C'est très français quoi, c'est tout un tas de structures, alors on ergote sur les mecs qui dorment sur des chaises, des lits de camp, qui ont pas leur téléphone. Enfin, tout ça, c'est assez consternant, en fait, comme spectacle. C'est pas très professionnel, c'est plus on dirait, les sous-doués, Avec la qui machine à baf. ouais, qui préparent, la Ligue 1, quoi. Je sais pas, moi, je trouve pas ça très rassurant. Je préférerais avoir, des trucs publics où on sache que les mecs veulent faire, que, que se gausser, que des banquiers dans sur des lits de camp et pas leur téléphone. Bon, je m'en fous en fait, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est savoir comment ça se fait que tu as un bail, sans limite, pour un fonds d'investissement. Comment ça se fait qu'un fonds d'investissement est capable de négocier 13 d'un prix de vente avec une répartition qui satisfait en réalité personne? Et C'est comment différent dans les autres pays, je sais pas, je pense que David, ah bah, en tu Espagne, c'est 50 ans déjà et le Real et le Barça ont Ouais. refusé le deal Ont précisément à refusé, cause ouais. de ça. Et en Italie, ça a posé problème aussi. En Allemagne, c'est de l'ordre de l'inconcevable et ça Alors s'est fait alors avec alors pas avec World tant Rugby. d'inconcevable en Allemagne, attention, parce que la majorité des clubs allemands a accepté l'entrée des fonds, mais il faut la majorité des 2 tiers. Attention, Ouais, alors, ils sont en train il y a une différence, il y a une culture différente et là, par exemple, si la personne qui gère ça, enfin, les acteurs de la ligue allemande, donc la Bundesliga, qui vont avoir à gérer ça, ont un mandat clair qui est piloté, par la Bundesliga et qui va être encadré. Le mandat de Vincent Labrune, quand il a le poste, ne prévoit pas ça. Dans le modèle français, qui est un modèle, pyramidal avec un contrôle public, à aucun moment, il a normalement la licence de faire ce qu'il fait. Et c'est parce qu'il a un réseau d'influence extrêmement fort et que certains, et on le verra dans les mois qui viennent, y trouvent intérêt, qui dépasse de loin ça et qui signe un deal qui normalement doit être retoqué par l'État. Parce qu'il y a une tutelle. La Bundesliga, on n'aura pas Ouais, le mais même alors type de délire. attention parce qu'il y a eu précisément une négociation dans le décret d'application, pour être plus précis, Mmh. la possibilité de créer cette société commerciale qui rend possible l'indépendance de la négociation. La difficulté, c'est que Vincent Labrune était à la fois juge et partie, c'est-à-dire qu'il était à la Ouais. fois président de la ligue et au moment de la négociation et à la fois apporteur d'affaires. Et ça pose problème pour, Mmh. de transparence aussi de l'appel d'offres parce qu'à partir du moment où tu es toi-même organisateur de l'appel d'offres et bénéficiaire de la, alors c'était pas un appel d'offres, l'appel d'offres c'était pour les droits télé, mais comment dire? À la fois, président de la LFP et en même temps bailleur de fonds et en même temps Alors, toi Exactement. qui Mmh. amènes en tant qu'apporteur d'affaires, donc il y a un intérêt à amener telle ou telle, personne autour de la table et ça pose un problème parce que ça effectivement ça on se demande comment c'est financé. Deuxièmement, la procédure dans laquelle ça a été fait. Dans les recommandations, je vous conseillerais le bouquin de Christophe Boucher qui le raconte très bien. C'est que la par exemple, on en a parlé dans l'émission l'autre soir, la question des commissions de Vincent Labrune Très est bon arrivée passage de Boucher après d'ailleurs, hein. après le deal. Ouais. C'est-à-dire ça n'a pas été une condition du deal. Mais le Ça a timing été de la rémunération est incroyable. C'est-à-dire que moi, je vous parlais de success fee. Lui, son success fee, il est basé sur le fait qu'il aille chercher CVC, qu'il aille chercher un bailleur de fonds, mais pas qu'il vende les droits, en fait. Donc, mais pas qu'il garantisse la pérennité financière de la Ligue 1. C'est absolument hallucinant. Enfin, sans compter que, derrière, il y a une délégation de service public qui est donnée à la ligue et la cité commerciale est pas une entité complètement décalée, sortie. Mmh mh. C'est-à-dire que Ouais. vous pouvez être sûr que dans les 2 ans qui viennent, il y aura des juridictions qui vont s'intéresser à ça. Ça a des noms, hein, ça, en qualification pénale et en l'occurrence, la justice financière va commencer à regarder et je ne serais pas surpris de voir qu'à un moment donné, certains risquent d'avoir des problèmes. Ce qui s'est passé là est anormal.
moi, alors, si vous me permettez sortir, enfin de m'écarter un peu des droits télé, je vais vous donner une anecdote en fait d'une différence entre un client non américain et un client américain qui me contacte. Un client américain, quand alors, il nous sollicite pour un prêt structuré immobilier, il nous envoie une présentation du projet et à la fin, ils nous disent à peu près leur horizon d'investissement. Donc ça, c'est un client normal. Un client américain rajoute toujours une slide à la en nous donnant les termes du crédit qu'ils souhaitent avoir. C'est-à-dire que, en fait, ils s'approchent une banque. C'est comme si demain, en fait, vous allez voir votre banquier pour acheter un appartement et vous lui dites, bah, en fait, moi, voilà, je viens vous voir. La question, c'est pas est-ce que vous pouvez me prêter, mais la question, c'est est-ce que vous allez me prêter à ce prix-là, en fait. Donc, ça dit beaucoup de la mentalité de la contrepartie américaine qui force dès le début la main des négociations et qui impose ces termes dans la discussion. Et moi, pour revenir, recadrer un peu le sujet sur les États-Unis, il y a deux risques que je vois. Le premier, c'est un risque de conflit d'intérêts qui est en train de la puissance des financiers et des prêteurs américains est telle que on en vient, par exemple, à potentiellement avoir Ares qui a prêté plus de 300 millions d'euros à l'OL et qui va investir 500 millions d'euros dans Blueco, qui est la holding en fait qui détient Chelsea et Strasbourg. Donc, quelle, la- on pourrait avoir des doutes légitimes en fait sur l'influence d'une même organisation, donc une financière américaine, dans la conduite des affaires de deux clubs majeurs du championnat de France. Non, mais c'est pour ça qu'ils vont faire descendre Lyon en deuxième division. Ce sera Non, plus mais- simple. Ça réglera non, le mais- problème, il n'y a plus de conflit non, mais, d'intérêt. non, mais, non, mais tu vois, on a beaucoup parlé en fait de multipropriété, mais bientôt on va avoir un phénomène du multi. Donc des bailleurs de JP Morgan et prêteurs au LOSC. Et c'est aussi, en plus du PGE, a mis à disposition des clubs, après le Mediapro, 120 millions d'euros. Des clubs, en fait, à disposition des clubs pour pallier le manque à gagner Mediapro. Là, encore une fois, on peut se poser la question, en fait, de se dire, est-ce que c'est pas des organisations financières, donc pour le coup américaines, qui deviennent trop importantes? Est-ce que c'est pas quelque chose chose qui me fait peur, c'est, connaissant bien le fonctionnement des investisseurs américains, c'est eux, quand ils investissent, ils te disent: «Ah, mais c'est génial, je sais que ça va parler à Thibaut, il y a toujours un jeu de snake and ladder», c'est Scudamore qui disait ça, c'est qu'on investit parce qu'on peut faire monter les clubs. Pour faire monter un club, il faut qu'il y en ait un autre qui descende, mais au final, c'est pas du tout leur mentalité. Est-ce que justement, ils vont pas arriver fait, un cloisonnement des ligues pour réduire justement leurs risques et à un moment, ils vont pas influer sur ce qui fait l'ADN du football européen en général, c'est justement ce système de promotion aux relégations et de peut-être pas laisser la chance d'équité, peut-être pas d'équité, mais de la possibilité de croissance et d'agrandissement, d'amélioration. C'est un peu la question que j'avais justement pour vous, messieurs, après tout ce que vous nous avez expliqué, c'est que quand on joint la vulnérabilité du modèle économique européen et a fortiori du modèle économique français, à la culture des acheteurs américains et des financiers américains, est-ce qu'on n'est pas tout droit en train de se jeter justement vers la fin du système sportif, voire enfin en tout cas footballistique français et européen comme on le connaît, et avec ce potentiel cloisonnement des ligues vers des ligues fermées? Mais le problème, c'est que ça dépend. C'est-à-dire qu'on est sauvé par le fait que les investisseurs américains, il y en a beaucoup, ce qu'on appelle les investisseurs value-add, c'est-à-dire que ce système de promotion-relégation, ça les aide aussi à créer de la valeur et à sortir par le haut. Ouais. Donc ceux qui seront en bas te diront non et ceux qui sont en haut te diront oui. Donc c'est vraiment ça. Et c'est pas forcément ceux qui sont en haut qui sont plus forts que ceux qui sont en bas. Donc voilà. Mais c'est vrai que non, mais il y a un risque clairement en fait qui monte et qui ferme la porte derrière. C'est Alors, sûr. après, il y a une limite hein, dans les textes européens. Les directives liées au sport, alors qui font du sport un droit qui n'est pas, euh, enfin, qui est un droit particulier, c'est pas une compétence de l'UE, mais le principe justement du sport européen avec le principe de montée-relégation est écrit dans les 4 lignes qui définissent le modèle européen du sport. Ça veut dire que sa disparition entraînerait probablement à un moment une action politique de la part de l'UE
notamment si ça venait à toucher des grands championnats qui ont une capacité à faire mobiliser des membres qui sont importants au sein de l'UE. Te dire que ça empêcherait le phénomène, non. Te dire que, on aurait des mécanismes, on va réduire le nombre de montées et cetera, probablement. Qu'on verra apparaître des compétitions alternatives type Super League, ça c'est quasi sûr. En tout cas, ça y ressemble beaucoup. Mais ce système-là, il est normalement, il est en train d'être là en plus, comment dire? Sécurisé. Il y a quelques acteurs qui travaillent dessus aujourd'hui au sein de l'UE, avec des think tanks, internationaux et justement, ils travaillent sur la sécurisation de ce modèle, parce qu'ils considèrent que ça fait la particularité du modèle sportif européen et sa force. Très intéressant. Thibaut, je te laisse le mot de la fin si tu en as un, sinon nous basculons sur les recos. Non, allons sur les recos, j'ai rien à Allons ajouter. sur les recos, très bien. Et ben, ça a été très complet. Merci les gars pour ce sujet qui était très intéressant. Et bah, on va, comme d'hab, garder le même ordre pour nos recos. Et du coup, je te laisse commencer, David. Taisez-vous El Kabash, qui n'a jamais été dit d'ailleurs par qu'est-ce que ça a été prononcé à l'encontre d'El Kabash. Non, podcast en 5 épisodes, France Inter, interview de Jean-Pierre El Kabash. Donc il y a différents épisodes. Ça part de son enfance en Algérie jusque sa conception du métier de journaliste sur son rôle avec les présidents. On pense qu'on veut de ce journaliste qu'il a été, mais quelqu'un qui a traversé 6 décennies d'actualité politique, je pense qu'il a quelque chose à nous dire, et je confirme d'ailleurs qu'il a quelque chose à nous dire. Donc voilà, chaudement reconseillé. C'est des épisodes recommandés, pardon. C'est des épisodes de quarantaine de minutes, et voilà. Moi, j'en ai appris beaucoup. Super. Merci beaucoup. JB. Dans le sens de ce que disait David, je vais pas du tout penser à ça, mais effectivement, les mémoires d'El Kabash ont un intérêt pour les avoir lus et pour avoir, croisé le bonhomme à quelques reprises. On est face à quelqu'un qu'il faut, apprendre à voir parce qu'il dit beaucoup de la société de l'époque et de ce qu'on est devenu. Et dans cet état d'esprit, il y a 2 livres, moi, que je conseillerais. J'en ai déjà parlé de celui-là, La guerre de l'information de Eh David oui. Colomb, qui est Le un colon. must. Ouais, vraiment, il est incroyable. Heu et il y a le Tu as été le dernier, voir en conférence, si je je suis me allé le trompe. voir en conférence et je suis sorti de là sidéré, alors que je connais vraiment le sujet, hein. Et le tertrait sur la guerre des mondes, qui est beaucoup plus simple d'accès et qui dresse un portrait, de notre monde qui, va inviter certaines personnes à réfléchir. D'accord. Bruno Tertrais, c'est ça? Ouais, tertrait. Thibaut. Bah, moi, de Christophe Boucher, très bon bouquin. Pour une fois qu'il y a un bouquin de foot en France qui est bien. Profitez-en. Pardon, je dis pas ça pour toi, JB, ni pour moi. J'en ai publié moi-même plusieurs mauvais. Donc, hormis les nôtres, je veux dire, il y en a pas beaucoup des très bons. Et celui-là est très bon. Je Il dois vient de avouer qu'il est sortir, très c'est ça? bon. Je l'ai pas vu Il vient de passer. sortir, ouais, il vient de sortir Robert Laffont. Main basse sur l'argent du foot français. C'est bien écrit, c'est bien raconté, c'est assez marrant parfois, souvent consternant, et ça explique très bien l'intérieur en fait du football. Et moi je voulais l'opposer un peu au qui est sorti au même moment, le bouquin de Jérôme Lata, Qui est qui bien écrit a aussi. oui, mais qui est écrit depuis, l'espace en fait sur, le football, donc c'est intéressant, mais c'est Thomas Pesquet, tu vois, qui pour le football. Là Thomas Pesquet est macroniste, Jérôme Lata n'est pas du tout macroniste, attention. non, mais c'est un point commun ça, c'est la terre vue d'en haut quoi, vue du ciel, des idées et de tout ce que le monde n'est pas. Donc c'est intéressant, mais comme une, Bon, j'ai pas le même avec toi sur le bouquin de Jérôme Lata que je trouve plus pertinent que ce que tu Et dis. aussi d'ailleurs l'interview dans l'after de Ouais, c'est Boucher, ce que je j'allais trouve dire. C'est qu'il ce a que été j'allais Pour les dire gens très aussi, très ouais. bon. qui vont pas forcément lire le livre, Ah si, je lisez le l'ai livre acheté, aussi, je l'ai mais pas encore lu, mais c'est un des passages dans l'after qui a été le plus intéressant depuis de nombreux mois, voire de nombreuses années. il y a Hugo Orléans, il y a le mien aussi, mais Il y a Hugo Hugo. Orléans, il y a Hugo Orléans aussi. Et toi, c'était pendant les vacances, il y a beaucoup de gens qui ont pas pu l'écouter. je plaisante. Et c'était un passage extrêmement intéressant pour les gens qui n'auront pas forcément le temps de lire le livre. C'était quand, Thibaut? C'était mardi La dernier? semaine dernière, je crois, mardi dernier. Ouais. C'était mardi, j'avais encore de la voix, ouais, c'était mardi. Ouais. Et ben, allez retrouver, ça n'empêchera pas de lire le livre, mais allez retrouver parce que c'était une heure de très, très, Ouais, très, c'était très bien. intéressant. Et pour terminer ce que je voulais dire, c'est-à-dire que la différence entre Jérôme Lata qui a écrit le football vu du ciel, là on a le football vu de l'intérieur en fait. Donc on voit vraiment comment on se prend les décisions, sur quelle base. Et c'est là où véritablement quand vous sortez d'un livre comme ça, c'est pas, je vais pas dire c'est une claque, il faut pas exagérer, c'est pas Salman Rushdie non plus, mais ça vous donne des leviers en fait, des leviers d'action.
Là, vous voyez concrètement ce qui peut être fait, changé, amélioré. Le bouquin de Jérôme, à part se suicider, c'est ce que je lui ai dit d'ailleurs pendant l'émission, je lui ai dit: «Je sais pas comment tu veux pas être dépressif, en fait», parce que à partir du moment où tu proposes des solutions en disant toi-même qu'elles sont inefficaces, je vois pas l'intérêt d'écrire un livre, en fait. Mais bon, c'est un avis personnel. Vous avez bien fait de pas l'inviter dans le Comex. On l'a Voilà. invité quand même, ça me permet de faire un petit coup de promo parce qu'on l'a invité, on l'a Ouais, reçu dans ouais, le vous l'avez Figaro, donc invité, n'hésitez pas à aller tant écouter. mieux. Moi, bon, j'ai pas choisi à RMC quand ils l'ont invité. J'ai essayé d'être aimable. Là, c'est un peu méchant parce que je le critique quand il est pas là, donc c'est peut-être encore pire. Peut-être qu'on aurait dû l'inviter et j'aurais pu enfin dire ce que j'en pensais. Même je l'ai déjà dit dans l'émission un peu. Donc voilà, là vous avez un livre concret en fait. Là vous avez quelque chose de concret sur ce qui se passe, voilà comment ça se passe. Donc n'hésitez pas à le lire, je suis assez enthousiaste, je l'ai vraiment lu, là j'ai quasiment terminé, vraiment intéressant. Avec le personnage de Vincent Labrune qui est pour moi un must. Un boss de la coupe de cheveux. De la coupe de cheveux et du personnage de l'intrigant, quoi, une sorte de Figaro. Il a vraiment dit à Le Akita barbier qu'il de ressemblait à Séville, Brad Pitt? Ah ouais, non, mais je l'ai, la citation, elle est incroyable. Mais le problème, c'est ça, c'est qu'il y a les bouquins, en fait, il y a des fois, il y a des perles comme ça, et sur lesquelles ils s'attardent pas, en fait. Il faut voir la tête de Malheureusement. Flo. Ceux Moi, qui écouteront le podcast, j'ai envie de vous c'est voyez la juste tête de une Flo. ligne, quoi. C'est extraordinaire, voilà. Il a aussi trouvé le bon réglage avec les présidents, capable de les flatter encore, dire à Kita Nantes qu'il a des airs de Brad Pitt, ou à Caillot Reims qu'il est le manager de l'année. Voilà. J'imagine Angelina Jolie qui va voir Brad et qui lui fait écoute, j'ai rencontré Kita. Et attends, et il tente toujours. C'est autre chose. Et il tente toujours sa chance à ce jeu. Je me souviens être passé dans son bureau, m'être vu offrir une place sur un canapé, Vincent Labrune travaille sans bureau, et l'entendre dire toi, tu sais ce qu'on va faire de toi? Ministre des Sports. Voilà. Il dit ça à Boucher. Incroyable. Incroyable. Merci beaucoup pour cet extrait. Voilà. Flo, je te laisse enchaîner. Écoute, c'est un podcast qui n'est pas d'actualité, mais qui, avec l'actualité, peut être très intéressant. C'était le business des droits TV du foot de Pierre Maes qui faisait suite à son livre. Les derniers épisodes ont, je pense, à peu près 2 ans. Quelle plateforme? Comment? C'est sur toutes les plateformes. Je peux te trouver sur toutes les plateformes. Ouais. Moi, j'ai les écoutés sur une plateforme suédoise, mais vous pouvez les écouter sur d'autres plateformes. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quoi? C'est son émission? C'est dans. Ouais, c'est exactement. C'est pas celui de l'équipe, quoi. Exactement, c'est son émission. Il y a des interviews aussi. Les interviews sont faites par Camille Revel, mais extrêmement intéressant. Ils avaient décrypté notamment l'interview de Maxime Saada à l'époque. C'est des podcasts qui datent de 2-3 ans, donc il y a beaucoup de choses qui sont passées dans le monde des droits télé français depuis. Mais c'est quand même, on peut tirer beaucoup d'enseignements et je pense qu'ils devraient en tirer beaucoup d'enseignements du côté de la LFP. Et sinon, juste j'ai une deuxième reco très rapide. Il y a un article très rapide à lire de France Football sur le grand hopping. Qui est sorti ce week-end dernier. Je connaissais pas du tout la pratique. En fait, c'est la pratique de gens qui sont pas forcément supporters d'un club et qui vont faire le tour des stades dans le monde et en Europe. Avec des gens, par exemple, en Angleterre qui adorent faire les 92 stades du football pro en Angleterre. C'est un peu David Guzman. Hein, J'en ai fait 43. Ah bah, tu vois. Voilà. Et ben, voilà. Donc, une pratique qui était née en Angleterre et j'ai trouvé l'article très intéressant. Très bien. Article de qui, tu sais, Flo? Oui, article de Vincent Marcelin. Très bien. Et ben moi je vais compléter parce qu'il y a quand même beaucoup de bouquins, donc je vais compléter aussi avec un petit article pas trop long mais très sympathique de la part de Pierre-Étienne Minonzio dans l'équipe, une interview de Pete Doherty. Et la tête de Pete Doherty, la tête de Pete Doherty, franchement, au stade Océane, tu l'aurais reconnu. S'il avait été à côté de moi, je pense que je l'aurais pas reconnu. Ah si. Attends, à Etretat, il est couleur locale, quoi. Ouais. Mais il fait peur à voir, mais l'interview est super. Il parle notamment de sa passion pour les Queen's Park Rangers. Et puis il ressort un album prochainement. Donc voilà, ça vaut le coup de tomber là-dessus. Et alors, c'est une recommandation, je sais pas ce que ça vaut, mais j'ai vu le premier épisode de la série sur Beckham que j'ai trouvé pas mal. Moi qui suis génial. Au milieu des années 90, très bien. J'ai réalisé que je n'avais pas tant vu que ça David Beckham jouer. Et ça rencontre. Non, exactement. Qui n'était pas du tout un joueur surcoté qui ne valait que par ses qualités marketing. Non, pas du tout. C'est sur Netflix, hein, c'est ça? C'est sur Netflix. C'est vraiment très avec des super des images d'archives géniales. Rien tel que les Anglais pour faire des films de sport, ça, là-dessus. Enfin, à l'époque, c'était les Français, mais maintenant, c'est les Anglais. Voilà, je le recommande. Moi, j'ai vu qu'un épisode, mais je pense que je vais me faire les 3 autres, volontiers. Les gars, merci beaucoup pour cet épisode qui était tout à fait passionnant. Évidemment, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, surtout, n'hésitez pas, si vous avez la possibilité, de nous soutenir sur notre cagnotte Hello Asso, je vous le rappelle. Et surtout, de vous abonner pour recevoir toutes les notifications. Mettez la petite cloche. N'hésitez pas à liker, partager, à en parler auprès de vos amis, bref.
Vous connaissez la recette. Voilà, on clôture cette émission là-dessus. Les gars, merci. Et on se retrouve. Alors, peut-être pas la semaine prochaine. Peut-être qu'il y aura une nouvelle petite pause. Mais dans ce cas-là, il y aura un nouveau quiz 11e art. Vous en avez pris l'habitude. Et sinon, à la semaine prochaine ou à dans 2 semaines. Allez, ciao, ciao.